Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler transfert thermique. Alors à savoir, les transferts thermiques vont se faire de trois façons différentes. La première qu'on va étudier, c'est le transfert thermique par rayonnement. Alors c'est quoi le transfert thermique par rayonnement? C'est tous les échanges de chaleur qui vont se faire via une onde électromagnétique ou un photon. C'est notamment l'échange thermique entre le Soleil et la Terre. On reçoit les rayons lumineux du Soleil et c'est ce qui va fournir toute son énergie à la Terre. Alors notamment à ce propos, on va avoir un énorme four solaire dans les Pyrénées-Orientales que vous pouvez voir sur la photo. C'est un gros four qui va capter les ondes solaires, les concentrer en un point, et ce four est assez impressionnant parce qu'il a une puissance d'1 mégawatt. On arrive à monter la température de 3500 degrés en quelques secondes. C'est dire si l'énergie solaire est colossale. On a juste un miroir qui fait 50 mètres de diamètre. Imaginez sur l'intégralité de la planète, c'est une quantité d'énergie absolument astronomique. L'autre mode de transfert, et celui que peut-être que vous connaissez le plus, c'est le mode de transfert par convection. Ça, normalement, vous l'avez étudié plutôt en SVT. Ça va être l'homogénéisation de la température dans un gaz ou dans un liquide. Généralement, c'est plutôt dans un fluide. L'exemple que je donne ici, c'est quand on mélange une soupe. Vous le savez, quand on passe une soupe au micro-ondes, elle a tendance à énormément chauffer sur les bords et à de rester assez froide au milieu. Donc en mélangeant, on va faire de la convection. Ça va permettre d'homogénéiser la température à l'ensemble du fluide. Ça veut dire que ça mélange les petites particules chaudes avec les petites particules fraîches? Oui, exactement. Ça veut dire que toutes les particules vont partager leur énergie pour avoir tous à peu près la même énergie dans le milieu. Le dernier mode de transfert thermique, c'est la diffusion. Alors c'est quoi la diffusion? Ça va être du transfert thermique de proche en proche. C'est par exemple le transfert thermique qu'on va avoir dans une cuillère à café. Si vous touillez votre café qui est chaud avec votre cuillère, le manche de la cuillère va devenir chaud également. Pourquoi? Parce que la température est prise par le bas de la cuillère et va se propager à l'intérieur de la cuillère. Donc ça se fait uniquement de proche en proche. C'est le mode de transfert le plus lent, mais c'est aussi un des plus fréquents qui va notamment entrer en compte dans tout ce qui va être isolation des bâtiments. On va beaucoup utiliser la diffusion pour stopper la propagation et les déperditions de chaleur dans un bâtiment. Ça veut dire que si on souffle sur la cuillère, ça refroidit le café? Est-ce que le fait que la cuillère sorte du café permette le refroidissement du liquide? Alors oui, parce que la cuillère, qui est un très bon conducteur de chaleur, vu qu'elle est en métal, va prendre la chaleur du café et la faire passer dans le manche qui augmente la surface de contact avec l'air et donc va le refroidir. C'est le principe de tout ce qui va être refroidissement pour les processeurs d'ordinateur, notamment où on a plein de petites ailettes. Ces ailettes-là prennent la chaleur du processeur et vont augmenter la surface de contact pour refroidir beaucoup plus vite le processeur et éviter que ça surchauffe. Donc, souffler sur la cuillère. Alors donc, pour aller un petit peu plus loin, là on était juste sur du qualitatif, on va essayer maintenant de faire un peu de physique et de rentrer un petit peu dans les détails. Donc avant d'aller plus loin, on a besoin de clarifier quelques points, notamment les définitions de température et de chaleur. Alors c'est quoi la température? En fait, c'est une grandeur qui permet de mesurer la vitesse des molécules. Plus il fait chaud, plus la vitesse des molécules va être importante, plus leur vibration va être importante. La chaleur, quant à elle, ça va être l'énergie thermique du système. Alors forcément, ces deux-là sont très corrélés, parce que plus les molécules vont vite, plus leur énergie cinétique est importante, et donc plus le milieu va contenir de la chaleur. Alors, en physique, le froid n'a pas vraiment de sens. Soit il y a de la chaleur, soit il n'y en a pas. D'accord? Même à moins de 200 degrés, on a toujours de la chaleur, on n'est pas au zéro absolu, donc les molécules possèdent une certaine énergie. À savoir que certaines pompes à chaleur, les aérothermes notamment, vont fonctionner jusqu'à moins 25 degrés, donc ça veut dire qu'il y a encore de la chaleur à récupérer dans l'air, même à moins 25 degrés. Pour le sens d'un transfert thermique, il faut savoir qu'il se fait toujours de la source chaude vers la source froide, la source chaude étant celle qui a la température la plus élevée, et la source froide étant celle qui a la température la plus basse. C'est toujours la source chaude qui réchauffe la source froide et pas l'inverse. Pour caractériser la température, on distingue trois échelles principales. L'échelle que nous on utilise, qui est le degré Celsius. Le degré Celsius a été construit de la façon suivante: un mélange eau plus glace à une température parfaitement stable à 0 degré Celsius, et un mélange d'eau et de vapeur, donc lors de l'ébullition de l'eau, on a placé ça à 100 degrés Celsius. Ça nous fait une échelle régulière qui fonctionne bien. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas trop la notion de chaleur dans les Celsius. Donc la
l'échelle Kelvin, elle, a exactement la même échelle que les Celsius, c'est-à-dire qu'une variation d'1 degré Celsius, c'est une variation d'1 Kelvin. Seule l'origine a été modifiée, en fait le 0 Kelvin a été placé au 0 absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius. Le 0 absolu, c'est quoi? C'est la température en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Alors, ça paraît idiot, mais on ne peut pas aller moins vite qu'à l'arrêt. Donc, il y a bien une température minimale. Une fois que les molécules sont toutes complètement à l'arrêt, il n'y a plus de chaleur, et donc on a une température égale à 0. On ne pourra pas descendre en dessous. La troisième échelle de température, que nous on n'utilise pas et qu'on connaît très peu, c'est l'échelle des degrés Fahrenheit. Alors le souci avec les Fahrenheit, c'est qu'elle a été créée sur des points qui ne sont pas tout à fait fixes. Autant les mélanges eau glace et eau vapeur de l'eau, c'est des températures qui sont très très fixes. Autant le degré Fahrenheit a été créé sur des échelles un petit peu plus fluctuantes. Le 0 degré Fahrenheit, c'est un mélange eau plus chlorure d'ammonium en même quantité. Et le 100 degrés Fahrenheit, ça correspond à la température du corps humain. Alors pour revenir à la petite histoire pour le 0 degré Fahrenheit, c'est quoi? C'est en fait Monsieur Fahrenheit, quand il a créé son échelle, a utilisé comme 0 la température la plus basse dans son village natal. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qui peut complètement fluctuer. Donc c'est une échelle qui n'est pas forcément très stable, même si depuis elle a été retravaillée pour baser ce 0 Fahrenheit et ce 100 Fahrenheit sur des points fixes. Un petit peu comme l'eau pour les degrés Celsius. Alors à ce propos, en parlant de ces échelles de température, pour la petite anecdote, il y a un film, Les Chroniques de Riddick, dans lequel on parle d'une planète Crématoria, où on nous annonce à la base que la température la nuit sur Crématoria est de moins 295 degrés. Alors c'est impressionnant, hein, c'est super froid, mais en l'occurrence, moins 295 degrés, si on parle de degrés Celsius, c'est pas possible. En fait là, c'est une petite erreur de traduction qu'on va avoir dans le film, où ils n'ont pas fait la conversion. C'est des degrés Fahrenheit indiqués, et en fait si on prend moins 295 degrés Fahrenheit, ça correspond à peu près à moins 200 degrés Celsius, qui là correspond à peu près à la température à laquelle l'air va devenir liquide, donc ça devient complètement logique, et oui, c'est une température qui est extrêmement froide. Rentrons maintenant un peu dans les détails. Alors on va essayer de caractériser les transferts thermiques et surtout de les quantifier. Alors pour ça on va considérer une situation simple. On va considérer deux milieux à des températures différentes, une température T1, une température T2. Ces deux milieux sont séparés par une surface S, d'épaisseur E, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et donc si je dois calculer le flux thermique du milieu 1 au milieu 2 à travers cette surface, le flux, ça va être égal à la différence de température entre T1 et T2, fois la surface, fois lambda, qui est en fait la conductivité thermique du matériau. Les matériaux ne vont pas conduire la température de la même façon, comme vous avez pu le voir dans l'activité précédente, et on va diviser par l'épaisseur. Alors, c'est une formule qui paraît compliquée, mais elle est extrêmement logique. Plus l'écart de température entre les deux milieux est grande, plus le flux d'énergie va être grand aussi. Même chose, plus la surface est grande, plus le transfert sera possible et plus on va avoir d'énergie qui passe. Pareil pour le lambda, meilleure est la conductivité, plus vite se fera l'échange de chaleur. Et on divise par l'épaisseur, pareil, ça paraît complètement intuitif, plus notre matériau va être épais, plus il va isoler le milieu T1 et le milieu T2 et donc empêcher les transferts thermiques entre les deux. Alors plutôt que d'avoir cette grosse formule compliquée, on va définir une nouvelle grandeur qui s'appelle la résistance thermique. C'est quoi la résistance thermique? On va dire que le flux, c'est la différence de température divisée par la résistance thermique. Et donc plus la résistance thermique va être forte, moins le transfert de chaleur se fera. C'est pareil, ça paraît logique, hein, on divise par RTH, plus RTH est grand, moins la chaleur va passer. Et donc si je compare à la formule qu'on a juste avant, la résistance thermique c'est quoi? C'est l'épaisseur divisée par la conductivité du matériau fois la surface. Et pareil, plus l'épaisseur est grande, plus ça isole, plus le matériau va conduire la chaleur, plus la résistance sera faible. Donc un matériau qui aura un lambda élevé sera considéré comme un bon conducteur et un lambda faible sera un mauvais conducteur. Et donc on divise aussi par la surface, plus la surface est grande, plus la résistance va être faible et plus on va pouvoir faire passer de la chaleur.
Donc toutes ces considérations-là sont extrêmement importantes, surtout dans notre société actuelle où on parle beaucoup d'énergie, conservation d'énergie, isolation, etc. C'est vraiment ce genre de calcul-là qu'on va faire pour étudier l'isolation d'une maison et pouvoir au maximum optimiser la consommation d'énergie et surtout limiter les déperditions d'énergie du domicile.